Bonjour et bienvenue dans ce premier débrief spécial Premier League qui dit week-end, surtout en cette période de football, dit forcément beaucoup de matchs à regarder et par conséquent, beaucoup de matchs à débriefer avec vous en Premier League. On a eu beaucoup de matchs aujourd'hui entre le Chelsea, Fulham, Manchester United, Burnley, et encore tout à l'heure là Newcastle Leeds. Donc beaucoup de matchs et on va en parler principalement des deux premiers parce que le troisième est un match suffisamment pauvre, Newcastle Leeds, qui est fini sur un score de 0 but partout, un match suffisamment pauvre. Donc on va débriefer, on va parler de tout ça, beaucoup de choses à dire et rapidement comme ça, par quel match on commence? On commence forcément, la bonne charité commence par soi-même, donc on commence par le match Manchester United face à Burnley, équipe qui compte dans son effectif des Camerounais, raison pour laquelle on va commencer par eux naturellement. Alors déjà, les deux Lions indomptables qui jouent à Manchester United, il y a le cas André Onana dans les goals, qui commence, je crois, à devenir un peu préoccupant. Ça va faire la troisième journée de Premier League que André n'est pas titularisé et ça commence à devenir un peu inquiétant. La presse parlait même tout récemment, tout au long de cette semaine, du fait que Manchester United aurait proposé André Onana à West Ham et que West Ham aurait refusé de le recruter. Bref, beaucoup de bruit et de mauvais bruit surtout autour d'André. Et le pire, c'est le fait que en milieu de semaine, il a été titularisé en Coupe de la Ligue face à un club de quatrième division et ça ne s'est pas très bien passé, je crois, Grimsby, quelque chose comme ça. Ça ne s'est pas très bien passé. Sur le deuxième but que Manchester United encaisse, entrée comme une très grosse boulette. Donc son cas commence à devenir un tout petit peu préoccupant. Et sachant qu'il est le gardien titulaire et indiscutable de l'équipe nationale du Cameroun et qu'on entre déjà dans la trêve internationale et qu'on doit absolument se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, le cas André peut devenir un peu préoccupant. 3 matchs de Première Ligue, 0 titularisation d'André Onana. Ça commence un tout petit peu à devenir inquiétant et je pense que, j'espère que ce cas-là va se résoudre assez rapidement. De l'autre côté, on avait Brian Bemo qui est arrivé cet été et qui a été très régnant tout au long de la première mi-temps et même tout au long de la deuxième mi-temps. Dans l'ensemble, Brian Bemo fait un très bon match et vu que la trêve arrive dans quelques jours seulement, j'espère qu'il va nous sortir les mêmes prestations face à l'Eswatini, à Yaoundé, à Fandena. Je crois que je devrais être au stade en principe si tout se passe bien, si je n'ai pas autre chose à faire ce jour. Et le match face au Cap-Vert. Donc on attend beaucoup de Brian qui devra nous donner les mêmes prestations pour nous permettre de prendre une bonne option pour la qualification en Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, il fait un excellent match, que ce soit dans les accélérations, que ce soit dans les 1 contre 1, que ce soit son contrôle crochet en premier mi-temps où il essaye de mettre du côté opposé et Dubravka fait un excellent arrêt pour retirer le ballon. Bref, Brian fait un très bon début de saison, surtout que même face à Grimsby en milieu de semaine en Coupe de la Ligue, c'est lui aussi qui lance un peu, qui sonne la révolte et marque le premier but qui permet justement derrière à Manchester United de remonter le score 2-2 avant de se faire finalement éliminer au tir au but. Donc très bon début de saison de Brian face à Arsenal aussi, il fait plutôt un très bon match et peut-être un match beaucoup plus mitigé lors du deuxième match de Manchester United face à Fulham. Mais Brian fait un très bon début de saison et c'est tout ce qu'on attend de lui, qu'il puisse nous sortir les mêmes prestations en sélection dans quelques jours. Sinon, Manchester United vient aujourd'hui en étant déjà un peu dos au mur avec l'obligation absolument de prendre des points face à Fulham. Parce que face à Burnley, autant pour moi, je m'en mêle même un peu les pinceaux. Face à Burnley, parce que voilà, premier match face à Arsenal, Manchester United fait un très bon match, mais finalement ne prend aucun point parce qu'il perd sur un score de 1 but à 0 face à Arsenal sur un coup de pied arrêté, ayant fait un très bon match. Deuxième match face à Fulham la semaine passée, ils font aussi un très bon match, mais ne s'en sortent qu'avec un seul point
Et donc, déjà, 2 journées, 6 points possibles à prendre et un seul point pris, une élimination suffisamment précoce en Coupe de la Ligue face à un club de 4e division. Ça devenait déjà un peu urgent aujourd'hui pour Manchester United de prendre des points. Raison pour laquelle je crois qu'ils font le début de match auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire un début de match dans l'optique d'aller absolument prendre les 3 points. Ce qui fait que beaucoup d'intensité en début de match, beaucoup de courses, contre-pressing suffisamment intensif pour pouvoir récupérer le ballon immédiatement à la perte. En tout cas, un pressing qui est assez étouffant, une intensité qui est assez étouffante et qui ne permet pas à Burnley de jouer. Sauf que malgré tout ça, un problème demeure et qui fait que je finis par me poser une question. Est-ce que Manchester United aurait un problème mystique? Au Cameroun, on demande souvent si est-ce qu'on t'a fait ça au village? Parce que ça devient un tout petit peu inquiétant pour Manchester United de jouer aussi bien, de dominer, mais ne jamais pouvoir marquer. Surtout que les recrutements qu'ils ont fait cet été, c'était des recrutements principalement pour résoudre ce problème, notamment avec Matheus Cunha, avec Brian Bemo que j'évoquais tout à l'heure, avec Sesco. C'est principalement des recrutements sur la ligne offensive pour pouvoir résoudre ce problème de finition que Manchester United avait déjà la saison passée avec l'arrivée d'Amorim. Et malgré tous ces recrutements en ce début de saison, ils rencontrent pratiquement les mêmes problèmes au point où on est obligé de se demander si c'est un problème mystique. Est-ce que on leur a fait ça au village, comme on dit au Cameroun? Parce que quand on voit par exemple Fernandez qui la semaine passée face à Fulham rate un penalty qui ne passe même pas dans le cadre, euh, Fernandez qui est pourtant parmi ou l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde, que Fernandez rate un penalty comme celui-là dans un match où il faut prendre les 3 points, que Brian Mbeumo qui est l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde, idem pour Matheus Cunha qui est l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde, que les deux se retrouvent à rater leur tir au but face à Grimsby, club de 4e division, dans un match où ils devaient se qualifier assez facilement pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. Ça devient préoccupant, raison pour laquelle à un moment on se retrouve obligé de se demander mais est-ce que c'est un problème mystique? Pire encore, premier mi-temps, Matheus Cunha se blesse et une blessure qui est musculaire parce que je crois que c'est un muscle qui lâche et donc qui dit blessure musculaire dit certainement au moins 3 semaines de compétition à rater. Donc tout ça réuni, on se demande mais est-ce que c'est un problème mystique? Est-ce que ces gars ils sont maudits ou qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on leur a fait ça au village? Donc mais finalement aujourd'hui quand même ça s'est bien fini et on peut s'en réjouir parce que ça devenait quand même préoccupant de faire autant de belles prestations, d'enchaîner autant de belles prestations et qu'à la fin on ne puisse malheureusement pas marquer. Surtout que au début du match, j'ai regardé une statistique qui était un peu ahurissante quand même. C'était le fait que Manchester United, lors des 2 premières journées de Premier League, était le club qui avait tenté le plus de tirs, notamment 32 tirs. Et sur les 32 tirs, Manchester United n'avait qu'un seul but. Et un but même qui n'est pas marqué par l'équipe, mais un but contre son camp, notamment face à Fulham. Donc tout ça réuni, ça devenait quand même suffisamment préoccupant par rapport à la ligne offensive de Manchester United. Mais comme je l'ai dit, bon, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Brian Mbeumo ouvre son compteur. En tant qu'Amouronnais, on ne peut que lui souhaiter de faire une excellente carrière. Il est allé à Manchester United pour pouvoir franchir un nouveau palier dans sa carrière et ce serait un peu désolant ou que finalement il a l'impression qu'il est allé dans un club qui est maudit. C'est un peu intriguant quand même. Mais non, il a ouvert son compteur de but, Brian, très beau but sur une passe en retrait, je crois, de Dalot. Très beau but, il ouvre son compteur. Et on espère qu'il va marquer plusieurs autres, un peu comme il a fait avec Brentford la saison passée. Je crois qu'avec Brentford la saison passée, il fait partie pratiquement des meilleurs buteurs de Premier League. Et on souhaite qu'il reste sur cette même dynamique-là et qu'à l'équipe nationale, il puisse nous offrir de toujours de aussi belles prestations. Sinon, dans l'ensemble, je pense que Manchester United maîtrise plutôt très bien son match. Sauf que cela dit, on ne peut ne pas parler d'arbitrage, malheureusement. Certes, il maîtrise le match.
Certes, ils dominent le match. Les buts qu'ils prennent, c'est pratiquement sur des contre-attaques. Sinon, dans la domination, rien à dire. Dans l'intensité mise, rien à dire. Mais on ne peut ne pas parler d'arbitrage parce que malheureusement, au cours de cette journée, l'arbitrage a été assez problématique en première ligue. On est déjà habitué avec l'arbitrage merdique en Liga, c'est-à-dire chaque week-end, si ce n'est pas le Real qui est en train de faire polémique avec l'arbitrage en Liga, c'est souvent le Barça qui est en train de faire polémique, c'est parfois l'Atlético de Madrid. Bref, on est habitué à cet arbitrage un peu, je n'ai pas envie de dire un gros mot, donc je vais m'abstenir parce qu'il y a les enfants qui regardent la vidéo, donc je n'ai pas dit de gros mots. Mais on est déjà habitué à un arbitrage qui est quand même un peu problématique en Liga et il ne faudrait pas que la première ligue s'y mette aussi parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage, à mon sens, a été un peu défavorable pour Burnley. Déjà, le premier but, il y a un des buts qui est refusé. Le deuxième but de, comment il s'appelle, leur attaquant-ci. Le deuxième but qui est refusé par la VAR. Et sauf qu'habituellement, nous, on sait que quand la VAR refuse le but, la réalisation fait l'effort de montrer comment le joueur est hors jeu. Généralement, on va tracer deux lignes. Et surtout même qu'aujourd'hui, je crois que depuis le début de cette saison en première ligue, on a adopté comment je dis ça, l'assistance. La ligne s'est mise automatique pour pouvoir détecter le hors-jeu. Sinon, avant, on traçait toujours les deux lignes, la ligne rouge et la ligne verte, pour que nous tous on puisse voir que le joueur était hors-jeu. Sauf que c'était limite et on n'a pas eu à voir ça pour pouvoir confirmer. Donc, c'est vrai que c'était un peu intriguant. Et même le penalty qui est accordé à Manchester United, qui est converti par Fernandes pour le 3-2, pour moi, sincèrement, si je suis à la place, si je suis supporter de Burnley, je pense que c'est un penalty qui fait suffisamment mal parce que j'estime que la faute, elle commence à l'extérieur de la surface de réparation. Une faute d'ailleurs qui est assez stupide. Je comprends pas comment il fait pour commettre cette faute-là à 7 minutes de jeu, alors que Amat est déjà encerclé par 2 ou 3 joueurs et qu'il commettre quand même cette faute stupide-là de pouvoir arrêter son maillot alors qu'il est en train de pénétrer la surface de réparation. Mais quoi qu'il en soit, la faute commence à l'extérieur de la surface avant que Amat n'aille s'écrouler à l'intérieur de la surface de réparation. Et je comprends pas comment, lorsque c'est un coup franc, généralement, on va mettre la faute là où elle a commencé et pas là où elle s'est achevée. On va mettre la faute là où elle a commencé et pas là où elle s'est achevée. Et je crois que même en première mi-temps, il y a un penalty que l'arbitre accorde à Manchester United, notamment le duel qu'il y a entre Mason Mount et comment il s'appelle le défenseur, comment son nom m'échappe. Bref, entre lui et le défenseur en question, euh, la faute commence à l'extérieur de la surface de réparation. Et vers la fin, c'est Mount qui commet la faute, raison pour laquelle on ne met pas de penalty. Mais sur cette action, je comprends pas comment on accorde plutôt la faute à Manchester United. Je trouve que l'arbitrage a été quand même suffisamment défavorable aujourd'hui pour Burnley et ça m'amène directement au deuxième match parce que le deuxième match, je pense que là encore c'était même pire, sincèrement. C'était encore plus grave que le match de Manchester United parce que là-bas il y a plusieurs actions qui sont litigieuses, que ce soit le penalty de la fin qui a accordé, le penalty où au départ il y a plusieurs fautes qui sont commises, entre João Pedro qui prend le ballon de la main, entre la poussette qui est faite sur le défenseur de Fulham, pardon, entre tout ça, et finalement, on accorde quand même la faute. Et je pense qu'il n'y a pas quand même faute sur Iwobi, mais déjà la main de João Pedro au début de l'action, la poussette sur le défenseur, et toute cette action-là, et que en ayant regardé tout ça, l'arbitre siffle quand même la main de Cessignon. Je trouve que ça a été suffisamment injuste. Et même le but qui est refusé à Fulham, le but qui est refusé où Muniz reçoit le ballon, fait une protection de balle et quand il fait sa roulette et quand il veut poser son pied d'appui, il le pose sur Chalobah. Chelsea a la possibilité de récupérer le ballon, mais ne parvient pas à le faire.
on lance King en contre-attaque, qui fait une superbe action de but et qui conclut. Et quand on revient sur ce début d'action-là pour annuler le but, je trouve que c'était assez injuste à mon avis, parce que la Première Ligue nous a habitués à un arbitrage qui est comment je vais dire ça, plus rugueux. On a beaucoup de duels qu'on ne siffle pas. Et sur cette action, Muniz n'a aucune intention de faire faute. Ça veut dire, à aucun moment, je ne vois à aucun moment Chalouba aurait pu prendre ce ballon. Même si son pied d'appui n'avait pas touché Chalouba, il n'aurait jamais pu prendre ce ballon avec la protection de balle qu'il avait fait. Et donc, revenir dessus pour annuler le but, je comprends que c'était un peu plus ou moins normal que Marco Silva soit vénère tout au long de la rencontre. Donc, je pense que la Première Ligue doit revoir ce problème parce qu'on n'est pas habitué à ça. Certes, ça peut arriver de temps en temps à Première Ligue, mais on n'est pas habitué à ce que un match finisse et que, au lieu de parler du jeu en lui-même, on ne parle que on soit obligé de se concentrer sur l'arbitrage. Je pense que ces deux matchs ont été l'arbitrage a été suffisamment mitigé et c'est une problématique que je pense qu'il faut résoudre urgemment. Sinon, finalement, dans le jeu proprement dit, et c'est même ça qui est davantage plus frustrant parce que Chelsea, dans le jeu, sincèrement, aujourd'hui, n'ont rien proposé, que ce soit la première mi-temps, qui est totalement dominée par l'équipe de Fulham, qui fait les meilleures sorties de balles, qui fait le meilleur pressing pour récupérer les balles à tout moment. Lors de la première mi-temps, Fernandez se retrouvait toujours hors de position parce que à chaque fois, battu par les sorties de balles de Fulham qui s'appuyait sur le gardien Leno, qui a développé un très bon jeu de pied. À chaque fois, il faisait des ressorties de balles propres et qu'ils aient autant de domination et que toutes les décisions arbitrales soient contre eux. Je trouve que c'était suffisamment injuste parce que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, je pense que l'équipe Chelsea n'aura jamais existé. De côté de Chelsea, si en première mi-temps, il faut par exemple ressortir un nom, ce n'est que Caicedo qui, malgré le fait que Chelsea prenne l'eau, il fait toujours ses prestations qui sont acceptables, que ce soit dans l'interception, dans son sens de la lecture de jeu, dans l'anticipation, dans le fait de pouvoir couper les contre-attaques. Il n'y a que lui qui sort du lot en réalité. Sinon, de manière globale, l'équipe de Chelsea prend l'eau que ce soit à la première ou à la seconde mi-temps. Et au regard de ça, voir que toutes les décisions arbitrales sont à leur faveur. Si j'étais supporter de Burnley, je pense que tout ça m'aurait laissé mais alors un très très gros pincement au cœur. Donc, ce qui fait que Maresca, je pense que il a encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail, surtout avec sa ligne défensive où aujourd'hui, comment il s'appelle, Tosin, le second nom m'échappe, Aradabioyo, était titularisé. Je pense qu'il a toujours ce gros problème-là en défense, qui, à chaque fois, elle prend le Sanchez, qui n'est pas toujours assurant au goal. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, surtout sur cette ligne défensive-là. Et sachant que Chelsea est le club qui a certainement dépensé le plus d'argent ces dernières saisons, et qu'on se retrouve toujours avec ces grosses lacunes, avec la trêve qui arrive, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à réajuster, surtout sur cette ligne défensive. Sinon, comme je l'ai dit dans le jeu, Chelsea inexistant. Mais le plus important, c'est qu'ils prennent les 3 points. Et je crois qu'actuellement, ils sont en tête du classement, je pense bien de la Première Ligue, en attendant bien sûr le match national demain face à Liverpool. Mais Chelsea prend les points qu'il faut prendre en début de saison. Premier match, ils font un match nul face à Crystal Palace. Match aussi dans lequel ils n'ont pas beaucoup existé. Deuxième match, West Ham qui est plutôt très faible en ces débuts de saison. Bon, West Ham a pris l'eau, 5 buts contre 1. Et ce match, aujourd'hui, ils gagnent 2-0 face à Fulham, mais dans le jeu, ils n'auront pas proposé grand chose. Donc, on espère que la trêve va permettre de régler certains manquements et que ça va les aider à monter davantage en puissance et de combler ces différentes lacunes-là. Parce que l'équipe de Fulham aujourd'hui, pour moi, elle a proposé quelque chose d'extraordinaire, n'ayant pas fait de recrutement, sachant que c'est l'une des rares équipes en première ligue qui n'a pas fait de recrutement. En tout cas, si ce n'est un gardien, je crois qu'ils ont acheté en Ligue 1 à 500 000 euros par là. Sinon, sur les plus de 2 milliards qui ont été dépensés en
Premier League pour acheter les joueurs. Fulham n'a pas acheté de joueurs. Et voir ce qu'il propose en termes de football, dans la construction de jeu, dans les sorties de balles, c'était vraiment agréable à regarder face à une équipe de Chelsea qui n'aura pratiquement rien proposé. Donc l'arbitrage, je pense c'est un problème qu'il faut résoudre, absolument. Problème qu'il faut résoudre. Ce serait très décevant qu'on dise Premier League et qu'on ait à parler d'arbitrage comme c'est le cas en Ligue 1. Sinon, Chelsea perd des laps sur blessure, espérant que ce ne soit pas trop grave parce qu'on annonce Nicolas Jackson au Bayern. Parce que voilà, il a plus ou moins déjà perdu sa place avec deux avant-centres que Chelsea a recruté, Delap et João Pedro. Donc, les deux qui sont passés devant lui et raison pour laquelle il est obligé, je crois qu'on l'annonce au Bayern dans les heures qui suivent. Est-ce qu'avec la blessure des Laps, ça va peut-être pousser Chelsea à revoir ses plans? Peut-être on va suivre ça d'ici les prochaines heures. Sinon, c'était plutôt une très bonne journée de Première Ligue. De son côté, Tottenham a perdu. C'est vrai que je n'ai pas vu le match, mais je me disais qu'il allait même tenir un peu plus parce que c'est qu'ils ont l'habitude de nous proposer les débuts de saison en fanfare avant de pouvoir par la suite commencer à prendre l'eau et de descendre aux enfers. Mais ils ont perdu aujourd'hui face à Bournemouth. De toutes les façons, Bournemouth, c'est une équipe qui est plutôt très bien équilibrée. La seule crainte que j'avais, c'est le fait qu'ils aient perdu pratiquement toute leur ligne défensive, que ce soit avec Zabani, qui a signé au PSG, que ce soit avec qui d'autre, Kekes, qui a signé à Liverpool, Oysen, qui est à Real de Madrid. Je crois qu'ils ont perdu pratiquement toute leur ligne défensive. Et voir qu'ils continuent quand même à enchaîner, je pense que c'est très bien et ça permet de savoir que la première ligue, elle sera tout aussi intéressante cette saison. Sinon, globalement, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Le dernier match Newcastle-Leeds, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match assez ennuyeux dans l'ensemble. Newcastle qui pèse à trouver ses repères en ce début de saison avec le conflit Isaac. Je crois qu'ils ont recruté un Allemand là. On parle de 90 millions d'euros. Peut-être ça va finalement permettre que le problème Isaac puisse se résoudre, qu'il rejoigne Liverpool et que voilà, ça puisse se faire tout simplement. Sinon, très belle journée de Première Ligue, très belle journée de Première Ligue. En attendant naturellement les chocs de demain, déjà à 15 heures, je crois, on a un Brighton, Manchester City. Ça devrait être aussi un bon match sur le papier. Ça permettra aussi de voir Baleba forcément, de prêter une attention particulière à la prestation de Baleba et avant d'avoir le Graal plus tard à 17h30 entre Liverpool et Arsenal. J'espère que ce sera un match ouvert, que les deux équipes ne vont pas venir jouer la tactique dans un match nonchalant et tout. J'espère que ce sera vraiment un match ouvert. Sinon, on se donne rendez-vous tout simplement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.